Bonjour à tous. Merci de vous êtes inscrits dans ce webinaire du PCN Climat Énergie. Donc, nous sommes peu nombreux, donc vous pouvez. J'ai activé le fait que vous puissiez activer vos micros ou vos caméras. Donc, vous pourrez interagir et lever la main si besoin pour nos participants. Donc, je remercie Monsieur Sylvain Robert et Monsieur Eduardo Suarez Antunes d'avoir accepté notre invitation. Et je remercie également Annabelle de se joindre à nous, représentante au comité de programme pour Climat Énergie, et Alexandra, je ne sais pas si elle est connectée, mais en tout cas, je la remercie. Alexandra est membre du PCN SHS pour le cluster 2 et en lien avec les questions d'efficacité énergétique. Donc, elle pourra faire un focus sur ces questions dans ces topics. Donc, il s'agit d'un nouveau format de webinaire de présentation des appels du PCN et nous avons regroupé les calls à venir par thématique afin de mieux répondre aux attentes des communautés. Donc, dans cette session, on vous présente, comme le disait Annabelle, les bâtiments. Et puis, je rappelle que cette session est enregistrée et que le replay et le support de présentation vous seront accessibles sur notre site. Donc, au programme, je passe la slide suivante. Voilà, au programme, donc vous aurez la présentation par Monsieur Eduardo Suarez Antunes de la DG Énergie en charge des questions d'efficacité énergétique au niveau de la Commission européenne. Et Monsieur Sylvain Robert de la CINEA pourra répondre à vos questions ensuite. Et puis, je vous présenterai les 8 topics dédiés dans ce webinaire. On pourra faire un focus, je vois qu'Alexandra est connectée. On pourra faire un focus sur les SHS avec Alexandra. On aura également un temps d'échange. Et puis, nous conclurons ce webinaire sur quelques questions sur Slido. Donc, voilà. Donc, je vais laisser la parole à Eduardo. You can begin your presentation. As you want, I can change the slide if you prefer. Or you can take the control of the presentation if you want. Normally, you can have the possibility to take it as you want. Okay, so I cannot seem to take the control. So if you don't mind passing the slides, I'll give you an indication. Yes, of course, to, I can. So, as you want. Okay. So I'm sorry that I cannot present this in French still. Je vous assure que j'essaierai d'améliorer mon français pendant les jours qui viennent et pendant la prochaine fois, je l'arriverai à faire. As you know, the topic of this presentation is the European strategical political context of Destination 4. And what we'll discuss, we will have some generic words on the program, the Horizon Europe, but not so much delayed. And then we'll dive into all the policy context around Destination 4, and starting with the European Green Deal. Then we'll move for the Fit for 55 package. We'll talk about the renovation wave strategy, the new European Bauhaus initiative. And even if this was not in place when the Horizon Europe started, and it is very recent, I think it's impossible to talk today about policy context without addressing as well the Repower EU communication. And then finally, we also have some time for specific words on the Build for People partnership, which is of course very much present on the topics for the Destination 4. So we move to the next slide, and on the Horizon Europe, you know, it's the key funding program for research and innovation of the European Commission, and it's structured from 2021 to 2027. The main priorities of the Horizon Europe program are to tackle climate change and to help achieve the United Nations sustainable goals. A final priority, and of course it's what we want from research and innovation activities, is that they help us boost competitiveness and growth in the European Union. It is so because the political priorities of the Commission can only be implemented if we have behind them a strong research and innovation capacity to fuel technological breakthroughs. And in order to do so, we also need financing. And this is why we have a substantial, very comprehensive budget for the Horizon Europe, the whole program. It's almost 1 billion euros, which you can see in the next slide.
that can be that are distributed in the following manner. So for us, Destination 4, we are inside this big orange half circle. So it's 52.7 billion euros that are for the whole pillar 2 of Horizon Europe, where we stand. And this is, of course, coming from the multi-financial framework of the budget of the European Union, but also this already includes the contribution from the Invest EU fund. In the next slide, for us to be very well situated, we have the full picture of the Horizon Europe structure. I will not go into much detail on this, but with this you can see that the program is divided in 3 pillars: excellent science, global challenge, and European industrial competitiveness, and innovative Europe. And we are, of course, interested in the second pillar, where you can see the 6 different clusters signaled there right in the middle. And our cluster is the 5th, which is climate, energy, and mobility. And as you also know, in this cluster, the clusters are divided in destinations, and we are focused on our Destination 4 on efficient, sustainable, and inclusive energy use. So this was just a small introduction for us to be very well situated on the Horizon Europe program, and we have made our journey back to our Destination 4. And now let's assess the policy context behind it. I'm pretty much confident that with this, after this bigger understanding of the policy framework, you also understand better some of the topics, or where the topics that are in the working program of Horizon Europe come from and what they intend to achieve. So on the next slide, we have the most important and the overarching policy priority of the European Commission on energy matters, which is the European Green Deal. And the main goal of the European Green Deal is to achieve a green, robust, modern, resource-efficient, and competitive economy. This is, in a nutshell, this means that we are aiming for a transition, a green transition that we add to the digital transition. So altogether, where does this green transition leads us? It leads us to the objective of Europe to become climate neutral by 2050. This means that we have to reach there, on the way to 2050. We stop in 2030, and we have the ambition to cut greenhouse gas emissions by at least 55% by this year of 2030. So the question is how this interacts all together, this priority, with the research and innovation. And in the next slide, we'll see how this linkage works. So the main words are sustainability and decarbonization. And this means that we have a set of policies ready to mainstream those ideas on the one hand, so that when the policy making respects these priorities on one hand, and that on the other hand we mobilize the research and innovation for these objectives as well. And both policy and research and innovation must have into consideration that the green transition cannot be done alone, cannot be done at the cost of anyone. And this means that it has to be a just transition, the famous slogan of "no one can be left behind." And to achieve all this, we need financing. And this is why we have seen the budget for the Horizon Europe program, which is one way to achieve the goal. So this is the overarching priority, and now we start seeing how to implement the overarching priority. And on the next slide, we talk about the Fit for 55 package. This is a package of initiatives and proposals to deliver the European Green Deal. The idea of the Fit for 55 package is that these initiatives and proposals are construed in a fair,
cost-efficient, and competitive way. And this is one of the most comprehensive legislative packages in the fight against climate change. And legislative is pretty much the word here, as you can see in the next slide, because the Fit for 55 package is a set contains interconnected proposals to deliver on the European Green Deal. And although the Fit for 55 package is broader than what I'm speaking about here now, I really want to focus on these three specific directives or proposals for amending the existing directives, which are the proposal for the amendment of the Renewable Energy Directive, the revision of the Energy Efficiency Directive, and also of the Energy Performance of Buildings Directive. We'll have a closer look at each of these proposals. And it's important, of course, to understand that what I'm talking now on the Fit for 55, these are proposals by the Commission. They are not yet legislation. They are still on the legislative procedure. They are now being worked in the European Parliament and in the Council. And in the Council, of course, they are being worked by the French presidency, who has the presidency of the Council until June 2022. And if we move to the next slide, we see the main, so an overview of the proposal for the revision of the Renewable Energy Directive. The main features of this proposal include the increase of the renewable energy sources ambition in key areas, and these key areas are heating and cooling, transport, industry, and buildings, which is, of course, the areas that are most not only energy consuming, but also where emissions are more significant. And also in the proposal, one objective is boosting the deployment and the investment in renewable energies. And in order to do so, there is an increase of the target that existed before, or at least the Commission would like to have an increase of the targets that existed before, so that the new European 2030 targets for the use of renewable energy sources in the energy mix turns to 40% instead of the previous 32%. So this sums up the Renewable Energy Directive proposal. Of course, I'm putting everything in a very summed way. There's more in each of the proposals that we're speaking, but these are the main highlights that I would like to share with you. And on the next slide, we move for the second proposal inside Fit for 55 package, which is the revision of the Energy Efficiency Directive. One of the main features of this proposal is the legal reinforcement of the energy efficiency first principle. The principle itself is nothing new, so it aims that in the policy making, all political actors have in mind and consider energy efficiency in every action that is being taken. The idea of the proposal is to reinforce it on a legal way so that it's better implemented by the member states at the local level. And on a second highlight is to alleviate energy poverty and to boost consumer empowerment. And this is a feature that we will see throughout other policy instruments that we'll talk about today. And finally, there's also, just as it was on the Renewable Energy Directive, there's also revision of the target for 2030 for a more ambitious target, which is an increase of the final energy and final and primary energy consumption levels in 2030. So we passed to 36, 13 to 39. And with this, I will also sum up the Energy Efficiency Directive. And now we move on the next slide to the revision of the Energy Performance of Buildings Directive. And this is, of course, very well connected to our Destination 4. Because it deals with buildings, not that the other ones also, but this one is directly connected. And the
four main takeaways from this proposal that I'm sharing with you today relate to these new MAPs, which stand for Minimum Energy Performance Standards for buildings. The idea is that buildings are gradually renovated, phasing out the worst performing buildings. And the idea is that this starts from 2027 for public and non-residential buildings, meaning that those that have the worst energy performance need to be renovated and move to a higher level on the energy performance. And this applies the same to residential buildings, but only after 2030. This is for, of course, renovation. But what about the new buildings? And the proposal for the new APBD directive wishes that from 2027, the new buildings are basically carbon neutral. So they are zero emissions buildings, also called ZEBs. All this is not done, of course, without encouragement of innovative financing. And this includes not only the rollout of enabling funding and financial tools like energy efficiency loans, energy efficiency mortgages for building renovation, but also some fiscal incentives that can be put in place to foster this renovation needs. And specific funds that target deep renovations that can help us phase out these worst performing buildings. Finally, still on the PBD, there's a revision of the energy performance certificates, also not only in content, but mostly, I would say, in the special provisions related to data access, so that the data contained in the energy performance of buildings can be used in a more efficient and in a better way. If we turn back to Destination 4 now, what we are doing is to develop the techniques and the usage of materials that can contribute for the goals of this new directive to be still approved. And together with this, I ask you to keep in mind what I just said about the PBD, because we now we leave the 50 or 55 package and we move to another strategy from the Commission, which is the renovation wave. In the new slide, please, which is a strategy from the Commission to boost renovations in Europe. And this is not contrary to PBD, which is a legislative document. This is a policy document, it's a strategy, and this can be summed up in three different focus areas. The first one is to tackle energy poverty. I have told you we would see this again in the presentation, and target as well the worst performing buildings. And then we have the renovation of public buildings, including social housing, so very much in line with what is put forward by the PBD proposal. And then the decarbonization of heating and cooling, which we also saw in the Renewable Energy Sources Directive. The great objective of the renovation wave of this strategy is to double the current renovation rates within 10 years, so that we can renovate better and faster, and like this we decarbonize our building stock. This is not done without fostering the deep renovations, and of course such an effort, there is estimation that it could create 160,000 jobs in the construction sector. This sums up the main policy priorities regarding energy in Destination 4. But there are still some initiatives that I would like to share with you, which play a very important role in and influence the Destination 4 and its working programs. And we will start with the New European Bauhaus, which is the next slide, please. The New European Bauhaus is an interdisciplinary initiative, so it's not only about energy. Very much on the contrary, energy is very much in there, but it's really horizontal. And this connects. The idea is to connect the Green Deal
to living spaces and experiences, and to make very focus on people, so making the green transition tangible for the citizens. It is built on 3 specific pillars, which are sustainability, including circularity, and these concepts of sustainability and circularity, you can see them very much present in Destination 4 and in the topics for Destination 4. But the European Bauhaus is also about aesthetics, so it's not only about making the buildings talk. If we talk about buildings, then because it's not only about buildings, but if we talk about buildings, it's not only about making the buildings more efficient, more sustainable, but it's also to make to preserve their historical interest if they have, and so that the buildings can be put together in an environment where they fit, and of course the same people-centric approach that we will hear as well in our destination, which is focused on the quality of life and the well-being of those who use the buildings. But the European Bauhaus also talks about inclusivity, including accessibility and affordability. So all these words you'll see the link are linked to the Destination 4. In special because of the Build for People partnership, as we'll see in just a bit, because they all share the people-centric approach towards a sustainable built environment. But as I said in the beginning, it's impossible to be here today and not talk about the Repower EU, which is the next slide, please. It's according to the current policy context. This comes as a consequence of the current energy shortcomings that we experience as a result of the aggression of Russia to the Ukraine. And this is a communication from the Commission, very recent, which tries to address the main problems caused by this new geopolitical environment. So it's the first of its objectives is to address the immediate needs, and by immediate needs I mean to mitigate the high energy prices and ensure sufficient gas storage for all the countries in the EU. But this is really on the short term, but it also focuses on how to deal with this problem in a more sustainable way. And this means that the EU must reduce its energetic external dependencies. This means eliminating the dependency from Russian fossil fuels. And how to do this is, of course, to focus on the European Green Deal and the Fit for 55. So this comes here now because all that I said before is actually reinforced by this new declaration. It has to be put in practice as soon as possible and in the most efficient way as possible, because the answers for the shortcomings that we're seeing now can actually be solved by the priorities that the Commission established before. And of course, this includes as well boosting the use of renewable energies and energy efficiency. So of course, when the working program for 2022 it was not approved, but from what you can see, it's completely coherent with what's being done on Destination 4, and it will for sure, I have no doubt, impact the working programs to come for 2023, 2024, and beyond. So this is really a vision that came to stay and that will have impact on Destination 4. Still on the Repower EU, I could not mention the specific track that exists in the communication, which is called Electrify Europe, and this is puts the focus on energy savings. For energy savings, I mean really the short-term energy savings, but also on energy efficiency. And this puts also a specific focus on electrification, especially on the building's thermic needs. And there's still on the communication, even if it's highly political, it has a specific focus on heat pumps. So this will also have an impact on Destination 4. And also in industry, there's a need for electrification and decarbonization. So this sums the whole political policy environment around
Destination 4, but I would still like to make a short reference to the Build for People partnership, which you must be familiar with it already, which is on the next slide, please. It's a co-program partnership on the Horizon Europe. You have specific topics of the working program that derive from this partnership, in the sense that the partners work together in the also in shaping these topics. It has a research and innovation agenda for a people-centric and sustainable built environment. And it tries to address the challenges of improving energy efficiency in buildings and in the construction sector, decarbonization, like using the renewable energy sources at the buildings or maximum district level, because this is, of course, it has a building approach. Of course, we can talk about districts, but not much beyond. Always also tries to address the challenges by creating a resource efficient and circular economy, foster circularity in construction, use of greener materials, and more sustainable building techniques. And finally, because this is actually, as I said when I was talking about the European Bauhaus, this is a people-centric approach. So it's important that the citizens are put into place, that the buildings and the renovation of buildings have the citizens in the center, because they are the ones that are using the buildings after all. And they should also be aware and be empowered, because their demands can only foster better and more renovations towards sustainability. So on the next slide is actually a reflection. It's just to sum up. We've seen the whole policy around Destination 4, and I really hope and trust that with this policy framework, you can better understand the topics, the specific topics for your proposals that are now on the working program, and hopefully help you by going into detail of the topics to understand what is between the lines and behind them, so that you can make our proposals better. And I can only encourage you to do so and to go into the detail of the topics and to have this background in your head while doing your proposals. Thank you so much, and we are now available for questions. Merci beaucoup. Thank you very much, Eduardo, and merci thank you for the presentation. Et merci aussi Annabelle pour le lien. Et je vous laisse aussi prendre la main si vous voulez. Vous avez possibilité de lever la main et de poser des questions. Et Monsieur Sylvain Robert de la CINEA pourra également y répondre. Donc n'hésitez pas à réagir à cette présentation si vous voulez avoir plus d'éléments de compréhension du contexte stratégique et politique de l'Union européenne et pour mieux préparer vos propositions. Je ne sais pas si Annabelle, tu as vu des questions. Non, mais je peux en poser une si j'ai le temps. Bien sûr. C'est pour Monsieur Eduardo de la Commission. Peut-être une question un peu naïve, mais we see that many text and strategy has been published in the last few years. Renovation Wave, Green Deal, New Bauhaus, Repower EU. For applicants to the call, it's not always easy to navigate between all these texts. What advice could you give to these applicants? In one text, is one text more important than another? Should we only take into account the text mentioned in the text of the call, or go further? How to handle that? How to manage and to succeed with all this strategy and text, which are very important, but not obvious for applicants. It's thank you, Annabelle. It's a very good question, in the sense that there are indeed a couple of documents, and it's not always easy for those who arrive to understand all the interlinkages between them. And that was actually one of my main concerns of this presentation, was to make sure that I could combine and interlink all the papers that are relevant for Destination 4, so that when someone reads Renovation Wave, someone reads Fit for 55 or European Green Deal, they know what this is about. So
I think the main idea and the main takeaway that you can that I can give you is that all these documents, they are combined. They have a specific, they are a piece of a puzzle. So if you want European Green Deal is the bigger picture, it's behind everything. So it's the idea to become carbon neutral and to cut the emissions. And then all the rest is trying to make sure that this happens. So Green Deal is always behind. And then for the for 55, you'll have the, I would say, the legislative arm of the Green Deal. So what law is going to put in place to help the Green Deal achieve its results? And then you have the strategies, for example, such as the renovation wave, which are not law, which is a communication from the Commission, and to say what are the political priorities to make the Green Deal happen. So I hope that this message, the best answer I can get is that they're all part of the same puzzle, and they all wish to make get to the same result. And for the preparation of your proposals, go to the text of the deep to the text of the topics, because you have all the hints there, and from there you can, having this background in mind, I'm sure you will read the topics with a different way. Thank you, Eduardo, and thank you for this precision concerning the hierarchy, if I can say that, between the different texts. And the main message is that reading this text is a prerequisite before applying, maybe. It's not just to be, it's very important for our applicant to understand how this call have been written. So thank you very much. Thank you, Eduardo. And je m'adresse maintenant en français à la communauté. Si vous avez des questions, vous pouvez également les poser à Monsieur Robert en français, si vous le souhaitez, si vous êtes plus à l'aise. Donc, n'hésitez pas à lever la main via Teams et à interagir. Vous avez la possibilité. Je ne sais pas, je ne vois pas de main levée. Non, et pas de message dans le chat. Donc, je ne sais pas, Annabelle, si tu... Non, je n'ai pas d'autres questions. Peut-être qu'en avançant dans la présentation et par rapport au topic, justement, on pourra faire des liens où Monsieur Eduardo Suarez pourra intervenir, justement, pour bien souligner les textes qu'il y a derrière, en fait, les topics qui ont conduit à la rédaction. Ou Monsieur Sylvain Robert, voilà. Je viens de voir une question dans le chat. Do you have any information about the carbon removal certificate? Eduardo, if you can answer. Yes, this I didn't talk about this in this presentation because it goes a bit beyond the destination 4. It's very relevant for other destinations though, on the working program. So I would not like to go into much detail on that. But it's also on proposals from the Commission, the new carbon removal certificates, and it's in the discussions now with the Parliament and the Council. So it's quite unclear to me at this stage, also because I'm not dealing with this matter in specific, what's going to be the result of this after this new proposal. So I can only say that for you to stay tuned on the negotiations of these directives that I've just said. And but as said, this will not have a huge impact on the calls for destination 4. Merci, thank you, Eduardo, for your answer. Eh bien, je vais continuer la présentation des topics. Et puis, peut-être que ça permettra d'être dans le plus concret et pouvoir poser et interagir avec nos invités. Donc, pour la présentation des topics, je vais prendre la main pour le passage des slides. Donc, vous allez pouvoir voir, vous trouvez donc, sur ce tableau la liste des 8 appels présentés dans ce webinaire. Il y a 7 Innovation Action et une seule ERIA. Les 3 premiers appels viennent d'ouvrir et se clôturent le 6 septembre. Les 5 autres appels ouvrent début septembre pour se clôturer le 24 janvier. Ces 5 topics sont portés dans le cadre du partenariat coprogrammé Bid for People
dont vous a parlé Eduardo. Donc, les partenariats coprogrammés sont établis entre la Commission, les États membres et les partenaires privés ou publics. Ils sont mis en œuvre à travers les appels d'Horizon Europe. Donc, je resynthétise les principaux objectifs de Bid for People. C'est générer une innovation holistique vers la durabilité, revitaliser le secteur du bâtiment par la décarbonation et la transition vers la durabilité, et induire un changement de comportement vers un mode de vie durable. Donc, pour la première présentation du premier topic. Donc, pour les personnes habituées à nos webinaires de présentation d'école, vous pourrez constater que nous avons légèrement modifié notre support de présentation. Donc, en haut de la slide, vous verrez le titre de l'appel, et dans le PowerPoint que vous aurez sur notre site, vous pourrez directement avoir le lien vers l'appel sur notre site internet qui reprend exactement les éléments du portail de la Commission. Ensuite, vous avez un encadré qui précise les informations générales du topic, puis un focus sur les résultats attendus et quelques points importants, et puis les questions qui ont été posées par la communauté sur les topics. Ici, c'est les questions issues des facs de site de la Commission. Et puis, un dernier encadré sur votre gauche pour vous aider dans l'écriture de votre proposition, des textes et des documents clés en lien avec le topic, en plus et certains ont été présentés par Eduardo, et puis quelques exemples de projets déjà financés par topic, identifiés dans la base Cordis de la Commission. Comme la Commission ne finance pas 2 fois le même projet, il est important d'identifier des projets lauréats pour construire votre proposition. Je vous ai fait la suggestion de quelques projets qui m'ont paru pertinents pour vous aider dans vos démarches, et c'est en fonction de ma perception et ma connexion selon les topics. Alors, concernant le premier appel dédié à la réponse à la demande dans les bâtiments résidentiels à haut rendement énergétique, donc il s'agit d'une Innovation Action avec un budget global de 12 millions, et puis on attend 2 à 3 projets qui pourront être financés. La date d'ouverture était hier et le call se clôt le 6 septembre et attendu un TRL autour de 6-7 en fin de projet. Donc, comme résultat attendu, c'est pour développer des solutions innovantes de réponse à la demande énergétique pour le secteur résidentiel, dans le but de soutenir la transition énergétique. Ces solutions doivent augmenter les avantages et être acceptées et appropriées par les utilisateurs finaux, et élargir la communauté des utilisateurs et permettre une approche commerciale de réponse à la demande dans le secteur résidentiel. Donc, dans les points importants, au niveau des solutions, des méthodologies, vous devez formaliser et développer des solutions innovantes de réponse à la demande énergétique et faciliter leur usage, ainsi que l'engagement des citoyens en intégrant l'essence humaine et sociale. Démontrer que les solutions permettent de réduire le coût des installations de réponse à la demande, tenir compte des cadres réglementaires des régions et des pays dans lesquels les solutions pourront être déployées, s'efforcer de tenir compte au mieux des catalyseurs sociaux et économiques dans la conception de ces solutions. Vous devez conduire au moins 3 sites de démonstration situés dans des régions climatiques différentes, et il est souhaité de collaborer avec des projets européens, notamment Bridge, en ce qui concerne l'échange de données et l'interopérabilité, et puis de mettre en place des synergies avec Bid for People. Dans cette proposition, vous pouvez avoir une proposition qui monte jusqu'à 70 pages. Au niveau des facs recensés au niveau de la commission, donc la première question, c'était: la science du comportement est-elle dans le champ d'application de l'appel? Donc la réponse de la commission est la suivante. Le sujet du topic a pour cœur les bâtiments résidentiels, et l'un des résultats attendus concerne l'augmentation de la confiance et de l'acceptabilité de ces solutions de réponse à la demande pour les consommateurs. De plus, les catalyseurs sociaux et économiques sont également mentionnés comme étant importants. De nouveaux outils, des idées et méthodes demandant l'engagement citoyen sont également dans le champ de l'application. Donc, par conséquent, les sciences du comportement peuvent jouer un rôle clé dans la réalisation des résultats du projet. Donc, une autre question, c'est: quelles sont les différences entre la réponse à la demande implicite et explicite? Donc, la réponse explicite à la demande est facilitée et gérée par une entité tierce, par exemple un agrégateur ou un fournisseur d'énergie, tandis que la réponse implicite à la demande est basée sur des réactions des consommateurs aux signaux des prix. Les deux sont dans le cadre de ce topic. Étant donné que le call se concentre sur les bâtiments résidentiels, il est probable
que la flexibilité implicite semble essentielle, mais les deux types sont considérés comme complémentaires et devraient coexister pour permettre la participation des consommateurs à la flexibilité énergétique. Qu'entendons-nous par environnement bâti? Ce terme fait référence à l'objectif d'aller au-delà du concept de bâtiment stricto sensu et de considérer également l'environnement bâti centré sur l'homme, c'est-à-dire l'environnement construit par l'homme qui offre un cadre aux activités des personnes, bâtiments, espaces urbains, parcs. Cette notion englobe non seulement les logements privés, mais également les infrastructures centrées sur les personnes pour les activités quotidiennes dans le quartier. Ce concept est particulièrement pertinent pour Bit for People, car il rassemble l'ensemble de la chaîne de valeur pour accélérer l'innovation centrée sur les personnes dans l'environnement bâti à la durabilité. Donc, quelques textes de référence pour construire votre argumentaire, hein, en haut, dans l'encadré à gauche. Et puis, je vous ai mis quelques exemples de projets, dont un sur le système de gestion de l'énergie, un projet sur le changement de comportement vers l'efficacité énergétique grâce au TIC, un projet qui montre un cadre d'optimisation holistique de la réponse à la demande qui permettra une réduction significative des coûts énergétiques du côté des consommateurs, et un projet qui est pour la mise en place d'une solution de smart grid pour la flexibilité. Donc, pour le second appel, qui est destiné aux résidences à énergie positive. Donc, c'est également une Innovation Action. Le budget global est de 12 millions d'euros. 2 à 3 projets pourront être financés. Il est ouvert depuis hier et la date de clôture est également le 6 septembre. Un TRL final est attendu autour de 6-7. Donc, dans les résultats escomptés sont attendus l'accélération de la transition vers une nouvelle génération de construction et de rénovation pour des résidences à haute performance énergétique et neutres au plan climatique. Il faut l'intégration des énergies renouvelables, des solutions de stockage et des technologies intelligentes pour les projets de construction et de rénovation résidentielle, une adaptabilité de bâtiments et de technologies aux différents profils d'utilisateurs pour améliorer la qualité de l'air, la santé et le bien-être, et une amélioration des compétences des professionnels du secteur pour soutenir une adoption rapide des bâtiments à énergie positive dans le secteur résidentiel. Donc, comme point important, donc, dans les méthodologies que vous allez devoir mener, donc l'objectif est d'aller au-delà des bâtiments à énergie nulle pour les nouvelles constructions et dans la mesure du possible pour les rénovations, pour une transformation vers un parc immobilier européen à haute efficacité énergétique et climatiquement neutre. Il s'agit d'étudier et de démontrer de nouvelles approches de construction ou rénovation de bâtiments à énergie positive en mettant en œuvre une démarche intégrée de conception-construction durable, en intégrant des conceptions modulables selon les profils des utilisateurs, en utilisant de façon avancée de technologies de gestion intelligente pour améliorer la santé humaine et le bien-être, pour faciliter l'engagement et l'inclusion des occupants et soutenir la mesure de la performance du bâtiment. Il faut recycler des matériaux, utiliser les ENR et des technologies de gestion intelligente, mettre en place une analyse de cycle de vie pour le bâtiment et également impliquer l'ensemble des acteurs de la filière. Vous devez mener 3 sites de démonstration situés dans les zones climatiques différentes et limiter le coût des équipements pour les usagers. Il est également souhaité de collaborer avec les projets européens et mise en place de synergies avec Bit for People. Et également pour cette soumission, la proposition est augmentée à 70 pages. Alors, pour les facs, on peut retrouver la question sur l'environnement bâti, mais je ne reprends pas les éléments de réponse de la commission. Et comme exemple de projet, eh bien, je vous ai proposé des projets autour des questions des compétences, un H2020 sur les compétences des professionnels en lien avec l'économie circulaire, des projets sur des quartiers verts à énergie positive et des communautés circulaires et positives pour le climat, un projet d'efficacité énergétique des bâtiments avec la production et le stockage d'énergie renouvelable pour la flexibilité, et un projet en lien avec l'optimisation des processus de construction de bâtiments à énergie quasi nulle. Donc, pour le prochain appel, dédié aux bâtiments intelligents pour une meilleure performance énergétique. Donc là également, il s'agit d'une IA pour un budget de 12 millions d'euros. Il s'agit de la possibilité de financer 2 à 3 projets, une date d'ouverture du 28 avril avec une date de clôture également le 6 septembre.
Donc là, pour le TRL attendu est au niveau de 8, plus élevé, avec comme résultat escompté des solutions innovantes, abordables, conviviales et accessibles pour surveiller et améliorer en permanence la performance énergétique des bâtiments, une performance énergétique accrue des bâtiments grâce à l'emploi des énergies renouvelables, du stockage et des services, une utilisation plus rapide et plus systématique des produits et services intelligents pour réaliser des économies lorsque la rénovation énergétique n'est pas envisageable, et une meilleure reproductibilité des solutions de technologie intelligente. Au niveau des points importants, donc il s'agit de développer des nouvelles solutions ou améliorer des solutions existantes pour l'interopérabilité des systèmes et garantir un niveau élevé de sécurité et de confidentialité, tout en veillant à l'acceptabilité des innovations. Étudier des approches visant à réduire les coûts des systèmes permettant l'intégration de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, du stockage et de leur optimisation. Démontrer le potentiel d'économie d'énergie des solutions intelligentes de gestion d'énergie et mener au moins 3 sites de démonstration. Et puis, bien sûr, comme pour les autres projets, collaborer avec des projets européens et mener des synergies avec Bit for People. Donc, comme exemple de projet, je vous ai suggéré des projets en lien avec des nouvelles solutions pour des bâtiments à énergie positive, une rénovation intelligente et efficace pour des bâtiments intelligents, et des projets en lien avec des solutions numériques pour des bâtiments intelligents et en lien avec la flexibilité et l'implication des citoyens. Donc voilà, c'est le dernier call pour cette vague, et je vous propose maintenant la deuxième vague qui est en lien avec les partenariats qui sont portés par Bit for People. Donc le premier call, c'est en lien avec la conception, les matériaux et solutions pour améliorer la résilience, la préparation et la réactivité de l'environnement bâti pour l'adaptation au climat. Donc c'est une Innovation Action avec un budget de 15 millions d'euros. 2 à 3 projets sont attendus. La date d'ouverture de l'appel à projet est le 6 septembre et la date de clôture est prévue pour le 24 janvier 2023. Donc un TRL en fin de projet est pour autour de 6 à 7. Dans les résultats escomptés, donc il faut veiller à l'intégration de la résilience comme une caractéristique clé de l'environnement bâti tout au long de son cycle de vie. Veiller également à l'amélioration de la capacité d'environnement bâti à soutenir la préparation et la réactivité aux événements perturbateurs et à la sensibilisation accrue au rôle protecteur de l'environnement bâti. Veiller à l'amélioration de la capacité d'environnement bâti à contribuer à la qualité globale de la vie de la vie et du travail, et renforcer des chaînes d'approvisionnement matériaux et en solutions pour un environnement bâti résilient et résistant au climat, adapté aux risques locaux. Donc, dans les méthodologies, les solutions que vous allez concevoir, vous devrez fournir des conceptions, des matériaux et des solutions innovantes pour améliorer la résilience, la durabilité et la résistance au climat de l'environnement bâti. Vous assurer que les innovations couvrent un large éventail de catastrophes naturelles et qu'elles améliorent la protection des personnes, la qualité globale de la vie et du travail dans les bâtiments. Faciliter un engagement des citoyens ainsi que la résilience en intégrant les SHS en visant un impact sociétal élevé, développer et déployer des outils numériques interopérables et, le cas échéant, examiner l'application de vos solutions aux bâtiments du patrimoine culturel et mener au moins 3 sites de démonstration. Vous devez aussi essayer de collaborer avec des projets européens dans la thématique et mettre en place des synergies avec les partenariats européens Bit for People et également Driving une Brown Transition. Il serait pertinent de mettre en œuvre des stratégies ambitieuses de coopération et de rayonnement international. Dans le cadre d'une Innovation Action portée par Bit for People, il est précisé dans les conditions spécifiques que le taux de financement pour les entreprises peut aller uniquement jusqu'à 60%. Donc, toujours pour ces topics, votre proposition peut aller jusqu'à 70 pages. Dans les questions portées auprès de la commission, donc il y avait la notion de dimension, enfin de la taille d'une démonstration à grande échelle. Donc la réponse de la commission est la suivante. Bien que le texte du topic ne donne aucune indication sur la taille d'une démonstration de grande envergure, on peut s'attendre à ce que le chantier de rénovation comprenne plusieurs bâtiments et que la surface utile couverte par les activités de démonstration représente une part importante du quartier ou des bâtiments visés. Il appartient aux candidats de le démontrer dans leurs propositions et comment cela
va conduire au résultat du projet et en fin de compte de contribuer aux impacts de la destination 4. Donc, veillez également à vous référer aux attentes utopiques sur les sites de démonstration. Donc, voilà, donc comme pas d'autres questions sur le site de la commission à ce stade. Donc, en plus, au niveau des références des textes officiels, je vous ai proposé un lien vers le New European Bauhaus dont vous a parlé Eduardo. C'est donc une initiative européenne créative et interdisciplinaire liée au Green Deal. C'est une dynamique environnementale et économique et culturelle qui peut être pertinente pour ces topics. Donc, cette initiative s'appuie sur 3 valeurs, l'inclusion, la durabilité et l'esthétique dans l'environnement bâti. Donc, comme proposition et suggestion de projet, donc, je vous ai proposé des projets qui relèvent de quartiers verts à énergie positive, de communautés circulaires et positives pour le climat, et un projet sur le changement de comportement des citoyens, comment travailler l'adhésion du public envers le Green Deal vers une société verte et inclusive. Donc, pour le topic suivant, donc, toujours porté par Bit for People. Là, il s'agit également d'une Innovation Action, dont le budget est de 15 millions d'euros. Toujours 2 à 3 projets qui pourront être financés dans le cadre de ce topic. La date d'ouverture est bien le 6 septembre et la date de clôture le 24 janvier, avec un TRL final attendu autour de 6-7. Donc, dans les résultats attendus, vous devez veiller à conduire au changement de comportement durable des personnes et des acteurs économiques vers des modes de vie et des entreprises à faible empreinte carbone. Veillez également à l'intégration des processus de planification participative et interaction avec les groupes d'acteurs concernés par la planification urbaine. Créer des quartiers et un environnement bâti plus durable à faible émission, inclusif et abordable. Veiller à l'amélioration de l'accessibilité des quartiers grâce à des solutions de mobilité durable intégrées au bâtiment. Une application étendue d'outils numériques pour faciliter des processus décisionnels, une sensibilisation accrue des citoyens et un renforcement de leurs capacités en matière de processus participatifs, et veiller à une augmentation de l'attractivité de la rénovation profonde. Donc, au niveau des points importants, donc, fournir des méthodes ou des solutions innovantes pour la régénération des quartiers, vous assurer que ces solutions proposées permettent d'identifier et d'intégrer des sources locales de matériaux, vous assurer que ces solutions proposées permettent d'impliquer toutes les parties prenantes et faciliter leur sensibilisation, le renforcement des capacités de ces parties prenantes en intégrant les sciences humaines et sociales. Donc, vous assurez également que les solutions proposées comprennent des concepts de production et de consommation d'énergie renouvelable locale en associant la mobilité multimodale, et veiller à ce que les solutions proposées contribuent à optimiser l'équilibrage énergétique au niveau local et que ces solutions respectent les principes de l'économie circulaire. Donc, 3 sites de démonstration doivent être conduits et toujours de même façon, collaborer avec les projets européens déjà financés et mener des synergies avec Bit for People et Driving Urban Transition. Donc, comme c'est une IA dans le cadre de Bit for People, un partenariat coprogrammé, donc le financement des entreprises, le taux de financement pour les entreprises ira jusqu'à 60%. Au niveau des questions qui ont été soulevées à la commission, donc également sur la dimension d'une démonstration à grande échelle, je ne reviens pas dessus. Et puis également une autre question sur les projets devront-ils aborder la démonstration de solutions dans des quartiers urbains et ruraux. Donc le retour de la commission est le suivant, c'est les exigences relatives aux activités de démonstration incluses dans le topic ne précisent pas quel type de quartier devront être ciblés. Mais vous pouvez supposer que la démonstration devrait avoir un certain degré de cohérence avec les portées des activités d'innovation que vous souhaitez faire. Donc, cela signifie que si l'innovation de la proposition cible un type spécifique de quartier, cela doit être pris en compte lors de l'élaboration de l'activité de démonstration. Ça permet de garantir la cohérence globale de votre projet. Une autre question, c'est qu'entend-on par un mode de vie à faible empreinte carbone? Donc, ce terme fait référence à des solutions qui peuvent aider les personnes à vivre et à travailler de manière à réduire les émissions de carbone générées par leurs activités. Donc, comme exemple de projet, je vous ai évoqué des projets en lien avec le changement de comportement des citoyens, l'adhésion du public envers le Green Deal et vers la société verte et inclusive. Je vous ai également indiqué des projets pour accompagner la rénovation profonde ou la stimuler et avec un engagement des parties prenantes.
Donc, pour le prochain call, il s'agit de solutions durables et économes en ressources pour un patrimoine culturel ouvert, accessible, inclusif, résilient, à faible carbone, à faible émission. Donc, il s'agit de la seule recherche innovation action de ces 8 topics. Le budget global est de 20 millions et on espère pouvoir financer 4 projets. La date d'ouverture est le 6 septembre 2022 avec une date de clôture le 24 janvier 2023. Le TRL final du projet serait de 5. Comme résultat attendu, il faut veiller à une disponibilité accrue et une performance globale améliorée en préservant l'identité architecturale et culturelle des bâtiments patrimoniaux, une démonstration du potentiel de rénovation historique durable, économe en énergie et en ressources, une meilleure protection de la valeur et de l'inclusivité à long terme, une modernisation et une préservation de l'environnement bâti patrimonial plus rentable et moins perturbatrice, une amélioration de la prévention et de la surveillance de l'environnement bâti patrimonial. Dans vos activités que vous allez devoir conduire, il faut fournir des solutions techniquement et socialement innovantes, durables, économes en énergie, tout en traitant l'inclusion, l'accessibilité, la résilience, la performance environnementale et énergétique des bâtiments du patrimoine. Intégrer tous les aspects du cycle de vie de l'environnement bâti, vous assurer que les solutions proposées permettent de maintenir la valeur patrimoniale tout en améliorant l'accès et le confort et en réduisant les coûts d'entretien et d'exploitation. Veillez également à, le cas échéant, si les solutions proposées reposent sur des techniques et des matériaux de construction historiques ou traditionnels, et vous assurer que les solutions proposées contribuent à faciliter l'intégration des sources d'énergie renouvelables. Il faut garantir l'implication des parties prenantes concernées et l'acceptation par les citoyens en intégrant les sciences humaines et sociales, et il est attendu une forte dimension de l'innovation sociale dans le projet. Il faut également fournir et démontrer des outils d'aide à la décision. Donc pour ce projet, il faut également, comme pour les autres, veiller à collaborer à d'autres projets européens et mettre en place des synergies avec Build for People et Driving Urban Transition. Donc comme exemple de projet, là je vous ai cité une CSA sur H2020 qui permet d'accompagner les professionnels des métiers du patrimoine dans la transition énergétique. Ça permettrait peut-être de vous aider. Et puis également un projet Marie Curie sur la surveillance de la résilience des zones du patrimoine culturel face à ce changement climatique et un Interreg sur la valorisation du patrimoine culturel ou naturel. Cela permettrait peut-être de vous aider à identifier des partenaires. Donc, dans le call suivant, donc toujours porté par Build for People, donc il s'agit, je pense que j'ai peut-être, voilà, il s'agit de Smart Grid et de Smart Building. Donc, c'est une Innovation Action qui a un budget de 18 millions d'euros avec un projet, un nombre de projets qui pourraient être financés de 2 à 3 projets, une date d'ouverture du 6 septembre avec une date de clôture le 7 janvier et un TRL final attendu de 7. Donc, dans les résultats escomptés, vous devez veiller à l'amélioration de l'interopérabilité et des synergies entre l'électricité et les vecteurs énergétiques et d'autres secteurs non énergétiques pertinents, comme par exemple la mobilité. Améliorer également la compétitivité des bâtiments en tant qu'acteur de la flexibilité pour la gestion des réseaux. Donc, dans les points importants, donc, il faut fournir des solutions d'intégration bâtiment-réseau qui soient rentables, simples à utiliser, faciles à installer et à entretenir. Vous assurer que ces solutions proposées donnent accès à des outils accessibles, inclusifs, fiables et conviviaux. Donc, améliorer l'interopérabilité et les systèmes les synergies entre les bâtiments. Renforcer les synergies entre le stockage d'énergie et les sources d'énergie renouvelables. Veiller à ce que les solutions technologiques proposées incluent le big data pour la gestion en temps réel et la maintenance prédictive et intégrer si besoin les modèles numériques comme le BIM avec la modélisation et la simulation énergétique au niveau du bâtiment, voire du quartier. Démontrer la rentabilité et la viabilité économique des solutions proposées. Démontrer l'utilisation de plateformes interopérables à grande échelle qui rassemblent différents acteurs et secteurs et chercher à impliquer les sciences humaines et sociales, notamment sur ce projet. Donc, il est bien entendu souhaité de collaborer avec le projet Bridge et mener les synergies avec les partenariats européens Build for People et le Driving Urban Transition. Donc, comme c'est une IA,
le taux de financement pour les entreprises et va jusqu'à 60%. Dans les facs retrouvés auprès sur le site de la Commission, donc il y avait une demande sur ce que signifie Building to Grid Integration Solutions, et le retour de la Commission est le suivant, c'est ce terme fait référence aux bâtiments en tant que partie intégrée du système énergétique. Les bâtiments peuvent par exemple contribuer à la production et au stockage de l'énergie et participer ainsi à la flexibilité. L'objectif est de trouver des solutions technologiques, par exemple sur l'interopérabilité, et non technologiques, sur des modèles commerciaux innovants par exemple, qui permettront d'intégrer efficacement les bâtiments dans le système énergétique d'une manière rentable et conviviale. Donc, comme exemple de projet, je vous ai cité un projet sur la gestion intelligente des bâtiments, des systèmes de gestion de l'énergie interopérables basés sur l'intelligence collective, un projet sur des solutions numériques pour des bâtiments intelligents pour l'implication des citoyens et la flexibilité, et un projet qui évoque la solution de Smart Grid pour la flexibilité. Donc voilà, nous arrivons au dernier topic de ce webinaire. Donc il est dédié aux bâtiments plus durables avec une empreinte carbone réduite, une performance élevée et des coûts réduits sur le cycle de vie. Il s'agit là également d'une Innovation Action avec un budget de 18 millions d'euros pour financer 2 à 3 projets. Il ouvre début septembre et la date de clôture est le 24 janvier. Le TRL final pour les projets serait de 6 voire 7. Et dans les résultats escomptés, vous devez veiller à une réduction accrue et plus traçable des émissions des gaz à effet de serre des bâtiments dans toutes les étapes, la conception, la construction ou la rénovation. Veiller à l'adoption plus rapide par le marché de solutions de conception, de matériaux, de produits ou de techniques et de modèles commerciaux. Veiller à la généralisation d'une performance élevée et abordable en matière de cycle de vie et l'amélioration de la sécurité des bâtiments dans la construction et la rénovation. Comme point important, donc, vous devez démontrer des méthodes, des solutions, des conceptions de construction ou des technologies qui minimisent l'impact environnemental global du cycle de vie, intégrer l'exploitation au moyen d'outils numériques comme des journaux de bord numériques ou des jumeaux numériques pour les bâtiments, fournir des démonstrations évolutives de bâtiments complets avec des mesures de performance validées, intégrer l'utilisation de produits et de solutions à faible émission, dont des sources locales recyclées ou réutilisées, avec un potentiel de déploiement automatisé ou mécanisé. Le cas échéant, vous pouvez également étudier l'application de vos solutions au bâtiment du patrimoine culturel. Les collaborations avec Bridge, Bit for People et Driving Innovation sont également souhaitées. Et également, dans le cas de CETIA, le taux de financement pour les entreprises ira jusqu'à 60%. Comme exemple de projet, je vous ai mis en plus des projets en lien avec la réutilisation de matériaux ou l'éco-construction. Donc voilà, maintenant je vais donner la parole à Alexandra pour, du cluster 2 pour un focus sur les sciences humaines et sociales dans la thématique climat-énergie. Donc voilà, Alexandra, je vais passer ton support si ça te va. Je ne prends pas le contrôle du coup. Voilà. Tu as toujours le contrôle parce que j'ai... Mais tu peux le prendre, mais je vois que tu peux le prendre sur mon écran, mais... Vas-y, hein, sinon. Donc, est-ce que vous voyez la première slide sur les attentes des évaluateurs? On est à focus SHS. Voilà. Ah bon? Voilà, donc, C'est bon. voilà, on voulait simplement, on pourrait passer beaucoup plus de temps, mais là, c'est vraiment faire un petit point sur l'attente que déjà Marilyn a soulignée plusieurs fois en présentant les appels de travail avec des chercheurs en sciences humaines et sociales. Donc, ce qu'on attend dans les projets, c'est une contribution réelle des disciplines et de l'expertise des sciences humaines et sociales au sein même de la méthodologie du projet. Donc, ça doit être expliqué dans la section 1-2 des propositions, quand vous expliquez vraiment votre démarche. Donc, ça doit être intégré à la démarche du projet. En tout cas, c'est obligatoire pour les projets qui mentionnent explicitement la participation, la contribution de chercheurs SHS est requise. Et ce sera utile souvent pour remplir
les objectifs attendus du projet, même lorsque il n'y a pas la petite phrase qui mentionne cette contribution obligatoire. En tout cas, quand l'obligation est mentionnée, sachez que si vous ne le faites pas ou si vous ne justifiez pas les raisons pour lesquelles vous n'avez pas à le faire dans votre projet, vous allez être moins bien évalué. Dans les appels à projets, ce qu'on attend des partenaires en sciences humaines et sociales, c'est de contribuer à analyser les comportements et de faire des propositions pour faire évoluer ces comportements. Ça peut être aussi pour vous apporter une expertise économique. Ça peut être pour vous aider à faire des recommandations auprès d'instances politiques. Et puis, ça va être pour la participation, l'engagement des citoyens. Du coup, les principales disciplines attendues, ça va être la sociologie, les sciences économiques, sciences de gestion, les sciences politiques, la psychologie ou les sciences comportementales. Sachant que là, c'est encore des catégories très larges et à adapter ou spécifier en fonction des appels. Je voulais simplement vous donner quelques conseils généraux pour travailler avec des chercheurs en SHS. Donc peut-être déjà pour trouver vos partenaires, vous en avez peut-être déjà ou vous pouvez chercher à partir de votre réseau ou de celui de votre cœur de partenaires pour le projet. Vous pouvez aussi aller voir dans les projets déjà financés quels étaient les partenaires SHS. Pour contacter ces partenaires qui ont déjà fait leurs preuves. Et puis, vous pouvez participer à des brokerage events. Et dans le cadre de ces brokerages, dans lequel nous, on encourage les chercheurs SHS à participer, ça peut être l'occasion justement d'aller chercher des partenaires qui sont plus loin de votre réseau initial. C'est important de les intégrer le plus en amont possible dans la préparation de vos propositions. C'est sûr que vous ne pensez pas forcément à eux en premier, mais pour que leur intégration soit efficace, c'est bien qu'ils aient pu participer aux échanges le plus tôt possible. Pour que la collaboration réussisse au mieux, c'est important que pour les experts SHS que vous allez chercher, ils y trouvent un intérêt eux-mêmes dans leurs propres enjeux de recherche. Et quand vous allez travailler ensemble, ce qui pourra prendre du temps, auquel on ne s'attend pas forcément au départ, c'est la nécessité de construire un langage commun, des concepts communs, une terminologie commune pour réussir en fait à travailler ensemble, et ce sera en fait une première étape. Et dans la vie du projet, ce sera important que les chercheurs SHS ne soient pas isolés dans un work package, mais qu'au contraire, ils travaillent régulièrement et l'occasion de travailler concrètement avec les autres chercheurs du projet. Voilà. Alors, merci Alexandra pour ton intervention. Et puis, on pourra interagir avec les participants s'ils veulent avoir plus d'informations ou en lien avec les sciences humaines et sociales. Donc, je vais N'hésitez pas reprendre. non plus à solliciter notre PCN SHS si vous êtes sur ces questions, si vous décidez de monter un projet. On pourra travailler avec les collègues du PCN Climat Énergie. Donc, tout à fait, exactement. Donc, justement, pour vous aider, continuer dans les conseils. Donc, je vais juste mis sur ce lien, sur cette slide, pardon, des liens vers le site de la commission pour trouver des opportunités de financement et puis aussi faire des offres de partenariat ou de compétences. Vous pourrez aussi, sur le dashboard, trouver des statistiques sur les projets et ainsi des informations sur la base de données Cordis. Dans tous les supports, dans toutes les slides que je vous trouverai sur le site notre site du ministère, vous pourrez les liens des projets se renvoyer vers la base de données Cordis. Vous trouverez ainsi le résumé, le financement du projet et tous les projets qui ont été lauréats sur le même call. Donc, ensuite, vous pourrez également avoir accès à 2 webinaires qui pourront vous aider dans la préparation de votre soumission. Sur notre site PCN Climat Énergie, donc vous avez le lien sur la slide, vous pourrez avoir accès à nos FAQ, le guide des appels 2022 et les textes politiques fondamentaux pour les thématiques climat-énergie. Ensuite, vous pouvez également interagir avec le PCN, nous contacter, vous inscrire à la liste de diffusion ou nous contacter et nous suivre sur LinkedIn.
Et puis, vous pourrez déposer une offre de compétences sur le lien qui est indiqué sur cette diapositive et montrer sur quel topic présenté ici vous souhaitez proposer une soumission. Et puis, vous pouvez également aller sur le site, sur la partie des ressources juridiques et financières proposées par le PCN juridique et financier, qui met à disposition des conseils également sur le montage de votre projet. Actuellement, il y a l'appel à projet MRSEI de l'ANR, édition 2022. La 3e session a lieu le 1er juillet, la deadline est le 1er juillet 2022. C'est un dispositif qui permet de vous aider à monter un réseau en vue de cibler un appel à projet. Et puis, il y a un nouveau dispositif qui est le soutien aux réseaux internationaux, et c'est pour accompagner les coordinateurs pour préparer leur soumission lors de la 2e étape d'un projet quand il est en 2 étapes. Ce qui ne concerne pas, ce dispositif ne concerne pas pour les topics présentés ci-dessous. Donc voilà, nous avons terminé la présentation pour ce webinaire, et puis on pourra commencer les échanges, et on est à votre disposition ainsi que la commission, pour répondre à vos questions sur ces topics. Et n'hésitez pas à prendre la main. Je vois qu'il y a déjà une main levée, donc vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole et poser votre question. Monsieur Gabriel Bruni. Oui, en fait, c'est moi, c'est madame, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Donc, merci beaucoup pour ces présentations très détaillées, et puis pour de différents appels, et puis aussi pour l'historique des différents documents de référence. Je représente le Office for Climate Education, c'est un centre de catégorie 2 de l'UNESCO, et nous participons déjà à un certain nombre de projets Horizon 2020. Et dans la perspective de continuer à participer dans ces projets Horizon, nous souhaiterions savoir si vous avez des conseils de comment on peut se mettre peut-être en contact avec des porteurs de projets, parce que nous, on ne sera pas vraiment le porteur de projet, mais de faire partie d'un consortium dans le cadre d'un appel, dans lequel notre contribution pourrait être l'éducation et outreach. Donc, ça, c'est vraiment notre corps de métier. Donc, comment communiquer des messages de recherche, des choses qui sont creusées dans la substance, dans l'appel aux jeunes, aux générations futures. Dans le outreach, nous, ce n'est pas le grand public, mais plutôt les enseignants et les jeunes de 9 à 15 ans. Donc, je vois que sur cette dernière slide, il y a peut-être quelques sites. Il faut que je vois lesquels exactement. Je n'ai pas bien compris lesquels où on peut s'inscrire pour nous proposer en tant que membre du consortium, mais tout conseil sera vraiment apprécié, puisque cette question de bâtiment est aussi quelque chose que nous envisageons de creuser dans les années à venir. Merci beaucoup. Alors, juste pour vous préciser, donc en effet, sur le site du PCN Climat Énergie, il y a un onglet. Donc, quand vous activerez le lien, quand vous aurez le support de présentation, vous arriverez sur la page où vous pouvez télécharger la fiche qui permet à remplir, où vous pourrez saisir votre expertise et les calls qui vous semblent pertinents pour répondre. Et puis, ça peut aider ou comme ça trouver des partenaires. Donc, ça, c'est pour notre site au niveau du PCN Climat Énergie. Et sur le site de la commission, vous pouvez également faire une marque d'intérêt sur le call qui vous semble pertinent. Et donc là, vous verrez l'ensemble des acteurs de la communauté sur internationaux, en fait, qui pourront aussi interagir avec vous via le site de la commission. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à prendre la main. Vous avez la présence de la commission pour préciser et apporter des éléments sur les topics. Donc, n'hésitez pas à faire appel à leur expertise. Ils peuvent vous accompagner dans les démarches. Moi, j'ai peut-être une question peut-être un peu basique, mais dans les premiers topics que tu as présentés, dans le texte des appels, c'était des appels qui n'étaient pas en lien avec le partenariat Build for People, mais il est toujours mentionné, ou presque toujours mentionné dans le texte, qu'il faut faire des synergies avec le partenariat Build for People.
Je voulais savoir quelle forme, en fait, pouvaient prendre ces synergies ou qu'est-ce que ça voulait dire vraiment derrière cette phrase. Qu'est-ce qu'on attendait? Qu'est-ce que la commission attendait? Qu'est-ce que c'est les synergies avec Build for People? Est-ce que c'est déjà des synergies avec des projets qui auraient été déjà financés? Est-ce que c'est avec des membres du partenariat? J'arrive pas bien à saisir, en fait. Merci Annabelle pour cette question. Je vais te prendre la question, oui. Oui. Donc effectivement, oui, tous les appels qui sont publiés dans la destination 4 ont un lien avec le partenariat Build for People, qui est un spectre assez large, qui couvre l'ensemble de l'environnement bâti, l'ensemble de la durabilité de l'environnement bâti. Donc par contre, certains appels sont publiés dans le cadre de Build for People, et là c'est spécifié, et effectivement ce qui est attendu, c'est qu'il y a un lien très fort avec le partenariat. Après, il est certain que pour l'ensemble des projets financés dans la destination, il est intéressant de faire ce lien d'une façon ou d'une autre. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le partenariat met en place une communauté de parties prenantes, donc Stakeholder Community. Il va y avoir un forum très bientôt, avant l'été, auquel j'engage l'ensemble des participants à s'inscrire. Et voilà, c'est déjà un premier stade. Et après, ça peut être des actions communes de dissémination. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de faire le lien avec des projets pertinents qui sont financés dans le cadre du partenariat, mais c'est faire le lien avec le partenariat lui-même. C'est-à-dire c'est une initiative indépendante. Et donc, le mieux, si des participants ont des questions, c'est de se tourner vers les deux associations qui mènent ce partenariat, qui sont le CTP et le World Green Building Council. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette précision. Avez-vous d'autres questions? Vous pouvez également poser des questions à Alexandra sur les attentes en termes de sciences humaines et sociales. N'hésitez pas. Il y a une autre main levée, non? Moi, j'ai une question pour Alexandra, justement. Alexandra, tu as dit à un moment que les SHS, il fallait les associer très tôt et qu'il ne fallait peut-être pas leur faire un work package à part. Est-ce que pour toi, c'est mal perçu ou ça dessert un projet que de faire un work package spécial SHS? Il vaut mieux les disséminer dans tous les work packages. Moi, j'ai vu les deux cas en fait, de projets financés. C'est pourquoi je te demande ton avis, parce que sur la fin de ta présentation, j'ai ressenti ça, j'ai ressenti comme si on avait l'impression que de faire un work package à part, ça pouvait desservir le projet. Je ne sais pas si c'est... J'ai pas vu ça, moi. Mais... Alors, merci de ta question. C'est vrai que je me suis exprimée un peu rapidement et du coup, peut-être un peu schématiquement. Donc, c'est très bien que tu me poses la question. Il faut donner l'impression, en tout cas, je vais prendre à l'envers, on peut se donner l'impression qu'ils ne travaillent pas isolément des autres. Donc, ils peuvent être responsables d'un work package dans lequel on va impliquer les autres partenaires et on peut aussi les faire participer aux autres work packages. Donc, ça ne veut pas dire que si, par exemple, il y a une action qui est vraiment dédiée à l'interaction avec les utilisateurs des bâtiments, par exemple, de vraiment pour les impliquer. Évidemment, on pourra imaginer que ce soit coordonné par l'équipe SHS, mais il faudra vraiment qu'il y ait des interactions avec les autres partenaires et qu'elles apparaissent très clairement, non seulement pour pour l'obtention du projet, mais aussi après pour sa bonne conduite. D'accord. Qui est finalement que les chercheurs apprennent à travailler ensemble malgré la forte différence des disciplines et pour aussi évidemment que les résultats produits par les uns et les autres soient partagés. Ok, merci Alexandra. Merci. Avez-vous des questions, des points de précision à apporter sur les topics? Vous avez eu les 8 topics qui vous ont été proposés. Moi, je veux bien profiter de la présence de la commission s'il n'y a personne, mais n'hésitez pas vraiment, c'est une chance que d'avoir Sylvain, Robert et Eduardo de la commission pour vos questions. C'est vraiment, profitez-en pour y réfléchir là, pendant que je meuble, mais n'hésitez pas à intervenir. J'avais une question aussi sur, donc à un moment tu as présenté, alors excuse-moi, je crois que c'est l'appel 40201-2022 sur Design, Material and Solution
pour améliorer en fait la résilience des bâtiments, grosso modo. Dans le texte, il est fait référence à DUT, mais j'ai été étonnée qu'il n'y ait pas de référence à la mission en fait adaptation au changement climatique. Je m'interrogeais en fait pourquoi sur le texte mentionne pas cette mission qui vraiment s'adresse effectivement aux régions, mais aussi aux communautés, et puis qui est assez large en fait. Je m'interrogeais sur l'absence de mention en fait de la mission adaptation au changement climatique. Si c'est volontaire ou... Alors, de mémoire, je n'ai pas vu de référence. Non, mais j'ai re-regardé dans le texte. Et, mais je ne sais pas si M. Robert peut amener des éléments de réflexion. Puisque l'adaptation, c'est vraiment la résilience des régions, etc. Et là, c'est plutôt des bâtiments, mais on est quand même dans la même veine. Oui, c'est une remarque pertinente. La difficulté, c'est que si l'on devait mentionner l'ensemble des initiatives avec lesquelles potentiellement l'appel pourrait être en lien, ça deviendrait assez fourni. La liste est longue. Comme texte, voilà. Ça n'empêche pas, par contre, de faire l'ensemble des références qui sont pertinentes dans la proposition. Je pense qu'il y a suffisamment d'espace, étant donné qu'on a en plus cette dérogation sur les actions d'innovation à 70 pages. Donc, c'était ma deuxième question. Ah, oui. La deuxième, c'était est-ce que si on estime, nous, en tant que déposants, qu'il y a un lien pertinent à faire avec cette mission, est-ce qu'on peut le faire même si ce n'est pas indiqué dans le texte? Ah oui, complètement. Voilà. Complètement. Ça peut être mentionné dans le texte introductif, de contexte. Ça peut être mentionné dans le cadre des activités de dissémination. Après, ce qui est intéressant, c'est quand même généralement d'apporter du contenu concret. Ce qui signifie que si vous faites référence à une initiative, quelle qu'elle soit, il est préférable de démontrer que les partenaires du consortium ont la capacité de faire un lien sous une forme concrète et qui prendra une place dans le programme de travail du projet. Merci. Merci à vous. Donc, je n'ai pas de questions qui pourraient aussi enrichir le débat. Là, il y a une question dans le chat, je crois. Ah, j'ai cru que j'étais sur le... Pourriez-vous préciser les deux structures desquelles il faut se rapprocher? Oui, alors il y a le CTP et l'autre m'échappe, mais Sylvain doit avoir. C'est World, je ne sais plus le nom. C'est le Green Building Council. Donc, le World Green Building Council, WGBC, et la European Construction Technology Platform, ici le CTP. Le CTP. Voilà. Donc, ce sont vraiment les deux associations qui représentent les partenaires qui ne sont pas la Commission, puisque le partenariat est un partenariat entre la Commission et ces associations qui représentent leurs membres, mais plus généralement qui représentent l'ensemble des organisations qui sont intéressées par le partenariat. On a des contacts, Monsieur Briand, là-dessus. Marilyn a des contacts pour vous indiquer si vous souhaitez entrer en contact avec l'une ou l'autre de ces associations. Donc, n'hésitez pas à écrire à Marilyn ou au PCM Climat Énergie. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans le cadre des relais Horizon Europe, pour les personnes qui sont aussi membres des relais, on avait fait une présentation de Build for People par monsieur Zarly du CSTB. Et donc, du coup, oui, on peut mettre en relation et vous aider dans cette démarche. Moi, j'ai une question sur le topic, sur le patrimoine public. En fait, il est fait mention donc, de cultural heritage. C'est une notion qui est très large, qui n'est pas forcément définie dans le texte. Est-ce qu'il y a un document de référence à prendre pour savoir quel périmètre en fait, auquel il faut s'intéresser dans ce topic par rapport à cette notion de cultural heritage qui est large? Je sais que l'UNESCO l'a définie par exemple, mais là, il n'y a pas de renvoi à cette notion qui est très large. Oui, c'est vrai que c'est assez large, mais on se situe quand même dans un contexte qui est assez clair, c'est celui de la destination 4. Donc on a quand même une focalisation très, très nette sur l'environnement bâti. Et au-delà de ça, sur ce qu'on appelle l'environnement bâti centré sur les gens, people-centric. Et ça signifie qu'on a quand même un accent très fort sur le bâtiment.
et par exemple, par opposition aux grandes infrastructures, ce genre de choses. Donc voilà, l'environnement bâti et un accent sur les bâtiments. Après, pour ce qui est de savoir si les bâtiments que l'on vise sont classés ou seulement d'intérêt culturel, là, la perspective est plus large que le classement pur et simple des bâtiments. Donc on peut s'intéresser à des bâtiments qui ont des mérites architecturaux particuliers, donc sans qu'ils soient forcément classés au sens voilà, au sens du pays dans lequel le bâtiment se trouve. Très bien, d'accord, ok. Merci beaucoup. Donc, c'est une dimension très large finalement et pas faisant pas référence à des référentiels précis ou des labels ou des. Non, c'est un peu compliqué quand même parce que vous savez que ce type de classement, c'est quand même géré de façon très nationale. Donc il est délicat au plan de l'Union de fixer une norme sur cet aspect, d'autant qu'on est sur des projets de recherche et innovation. Donc là, je pense que s'il y a un doute de la part des entités qui préparent la proposition sur les bâtiments qui sont avisés, je pense qu'il faut peut-être ajouter des explications dans la proposition pour expliquer pourquoi ils sont considérés comme pertinents pour cet appel. Et sous réserve que cette justification soit acceptable, je pense que ça peut être, ça peut prendre sa place. Merci. Une dernière question peut-être, si vous avez une possibilité, n'hésitez pas. À moins qu'Annabelle Ah non, j'ai épuisé mon encore, encore une piste. J'ai épuisé mon quota de questions pour meubler. Encore une fois, n'hésitez pas. C'est vraiment Oui. des moments pour vous. Hein. C'est pas. Mais écoutez, je pense qu'on pourra. En tout cas, je vais conclure le webinaire. Alors, n'hésitez pas du coup à nous poser ou revenir vers vous si besoin. Mais j'aimerais juste pour finalement, en termes de conclusion, vous demander un petit peu d'évaluer ce webinaire en vous rendant sur Slido. Donc, je vous mets dans le chat le lien vers le questionnaire et vous pouvez également, je passe les slides du coup un peu vite, voilà, en flashant le QR code ou en vous connectant sur le site de slido.com avec le code ci-dessous. Et puis, on va pouvoir juste pour évaluer le webinaire. Donc, pendant que je vais lancer la première question, et n'hésitez pas à répondre. Et je remercie, en attendant que les gens répondent à ce petit questionnaire, Monsieur Robert et Eduardo également de la commission pour leur participation et la réponse aux questions et leur précision apportée. Et merci à Annabelle pour le lien dans ce webinaire et les questions aussi. Et puis à Alexandra pour la préparation sur les sciences humaines et sociales. Donc, en tout cas, voilà, et je vous souhaite une belle continuation.